Le temps a le pouvoir de guérir, de clarifier, de résoudre, mais pour certaines histoires, il ne fait qu'épaissir le mystère, transformant des tragédies en légendes obsédantes qui défient notre compréhension. Alors que nous avançons en 2025, des dossiers restent ouverts sur les bureaux des enquêteurs. Des familles attendent toujours des réponses et des fantômes du passé continuent de nous interroger. Ces affaires ne sont pas de simples faits divers. Elles sont les cicatrices de notre histoire collective, des énigmes où la vérité semble s'être évaporée, laissant derrière elles un silence assourdissant et des questions qui résonnent encore avec force. Pourquoi ces cas, parmi des milliers d'autres, continuent-ils de nous hanter? Quel est le coût de l'absence de justice, non seulement pour les familles, mais pour la société tout entière? Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans les méandres de plusieurs affaires qui, même après des décennies, refusent de livrer leurs secrets. Accrochez-vous, car le voyage que nous entamons est complexe et troublant. Si vous êtes passionné par les mystères non résolus et que vous croyez que chaque victime mérite que l'on se souvienne de son histoire, abonnez-vous à Traces perdues et activez la cloche, car nous avons besoin de votre soutien pour continuer à chercher la lumière dans les ténèbres. L'affaire Amber Hagerman est une étude de contraste déchirant. C'est l'histoire d'un crime indicible qui demeure impuni, un échec profond et douloureux du système judiciaire. Simultanément, c'est le point de départ de l'alerte Amber, un système de sécurité publique mondialement reconnu qui a permis de sauver la vie de plus d'1 millier d'enfants. Cette dualité, un héritage de vie forgé à partir d'une mort non vengée, fait de son cas l'un des plus significatifs et poignants de l'histoire américaine moderne. C'est un rappel brutal que la plus grande valeur ne se mesure pas toujours en argent, mais en vies humaines, et que l'investissement dans la sécurité de nos enfants est un devoir absolu. Amber Renee Hagerman, née le 25 novembre 1986, était, de l'avis de tous, une fillette de 9 ans brillante et attentionnée vivant à Arlington, au Texas. Décrite par sa mère, Donna Williams, comme une petite fille innocente et douce, Amber était une girl scout qui aimait l'écriture créative, les poupées Barbie et la princesse Disney Pocahontas. Elle endossait le rôle de petite maman pour son jeune frère, Ricky, et tirait une grande fierté de ses réussites, conservant un album rempli de récompenses pour ses bonnes notes et son assiduité. Quelques mois avant sa mort, une émission spéciale de la chaîne WFAA-TV sur la réforme de l'aide sociale avait capturé un instantané poignant de la famille, où Amber montrait fièrement son album, une capsule temporelle publique d'une vie remplie de joies simples et d'aspirations enfantines. L'après-midi du 13 janvier 1996, Amber et Ricky, âgés de 5 ans, faisaient du vélo près de la maison de leurs grands-parents. Ils furent attirés par une rampe sur le parking d'une épicerie Winn-Dixie abandonnée au 1600 E. Abraham Street. Après quelques minutes, Ricky décida de rentrer, mais Amber voulut rester un peu plus longtemps. Dans la fenêtre de 8 minutes qui suivit le départ de Ricky, vers 15h18, un homme à bord d'une camionnette noire entra sur le parking, arracha Amber de son nouveau vélo rose alors qu'elle se débattait et criait, puis s'enfuit en voiture. L'enlèvement, survenu en plein jour, a eu un témoin. Jimmy Kevill, un retraité de 78 ans qui vivait de l'autre côté de la rue, a assisté à la scène depuis son jardin à travers une clôture en grillage et a immédiatement appelé le 911. Son témoignage a fourni la seule description de l'agresseur et de son véhicule, constituant la pierre angulaire de l'enquête qui s'ensuivit. Une recherche intense commença, impliquant la famille, les voisins et les forces de l'ordre. Le coût humain et financier de telles opérations est immense, chaque seconde comptant. 4 jours plus tard, le 17 janvier, un homme promenant son chien découvrit le corps d'Amber dans un ruisseau derrière le complexe d'appartements Forest Ridge, à moins de 8 km de l'endroit où elle avait été enlevée. Elle était nue, à l'exception d'une seule chaussette, et sa gorge avait été tranchée. Les enquêteurs pensaient qu'elle avait été maintenue en vie pendant au moins 2 jours après son enlèvement, et que son corps avait pu être déplacé vers le ruisseau lors d'une récente tempête de pluie, suggérant que le tueur connaissait bien cette zone isolée. Le crime déclencha une réponse massive de plusieurs agences. Le département de police d'Arlington, le bureau du shérif du comté de Tarrant et le FBI formèrent un groupe de travail pour traiter le déluge d'informations. Au fil des ans,
L'enquête a généré plus de 7000 pistes qui ont toutes été explorées sans jamais identifier de suspect définitif. Pour les membres originaux du groupe de travail, comme le sergent Ben Lopez, l'affaire est devenue profondément personnelle et a marqué leur carrière. Un petit échantillon d'ADN a été récupéré sur le corps d'Amber, mais le fait qu'elle ait été retrouvée dans l'eau a compromis une grande partie des preuves potentielles. Pendant des décennies, cette preuve ADN a représenté le meilleur espoir de résolution, la police d'Arlington déclarant à plusieurs reprises son intention de la soumettre à des tests avancés à mesure que la technologie médico-légale évolue. L'investissement dans ces technologies de pointe est crucial, mais il ne peut racheter le temps perdu. Dans les jours qui suivirent le meurtre d'Amber, Diane Simon, une massothérapeute et maire de la région de Dallas-Fort Worth, ressentit une profonde frustration. Elle se demandait pourquoi, si les diffuseurs pouvaient émettre des alertes pour des conditions météorologiques extrêmes, ils ne pouvaient pas faire de même pour un enfant enlevé. Elle appela une station de radio locale avec son idée. 14 jours après l'enlèvement, elle envoya une lettre demandant que si un tel système était créé, il soit connu sous le nom de « Plan d'Amber ». Son idée fut le catalyseur. Les diffuseurs locaux et les forces de l'ordre de la région de Dallas-Fort Worth collaborèrent pour développer un système d'alerte précoce à réponse rapide. Ils le nommèrent « Alerte Amber », créant un acronyme « America's Missing Broadcast Emergency Response ». Le système fut mis en œuvre pour la première fois en juillet 1997 et connut sa première récupération réussie en novembre 1998. La mort d'Amber a également stimulé une action législative. Ses parents, Donna Williams et Richard Hagerman, sont devenus de fervents défenseurs de lois plus strictes sur la protection de l'enfance. Avec l'aide du député Martin Frost, ils ont défendu la loi sur la protection de l'enfance Amber Hagerman, qui a été signée par le président Bill Clinton et a établi le premier registre national des délinquants sexuels. Aujourd'hui, le système d'alerte Amber est un phénomène mondial. Il est actif dans les 50 États américains, le district de Columbia, Porto Rico, les îles Vierges américaines et 45 autres pays. Les alertes sont diffusées par la radio, la télévision, les panneaux autoroutiers et depuis 2013 directement sur les téléphones portables via le programme Wireless Emergency Alerts, WEA. Fin 2024, le système a été crédité de la récupération en toute sécurité de 1268 enfants, rien qu'aux États-Unis. La valeur de ce système est incalculable. Le système continue d'évoluer, comme en témoigne l'adoption en 2023 de la loi d'Athena au Texas, qui permet une alerte localisée plus rapide avant qu'un enlèvement ne soit entièrement confirmé, inspiré par le meurtre d'Athena Strand, âgée de 7 ans. Malgré le succès mondial de son héritage, la justice pour Amber Hagerman reste insaisissable. Le département de police d'Arlington n'a jamais considéré son meurtre comme une affaire classée, car des informations continuent d'arriver, mais après près de 3 décennies, son tueur n'a pas été identifié. Sa mère, Donna Williams, a été une présence constante et déchirante, utilisant les anniversaries pour lancer des appels publics. « Elle me manque chaque jour », a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse en 2021. « Je veux savoir pourquoi elle... » Au tueur d'Amber, je vous demande aujourd'hui de bien vouloir vous rendre. Rendez justice à Amber. L'enquête a produit un paradoxe central. Le nom d'Amber est un terme familier, un symbole d'un système de sécurité publique qui fonctionne. Pourtant, le cas même qui a donné son nom au système reste un exemple frappant d'un échec d'enquête. Ce contraste est au cœur de la tragédie persistante de l'histoire. Un système conçu pour empêcher des issues, exactement comme celle d'Amber, est né du seul cas qu'il n'a pas pu aider. Son nom est à la fois une lueur d'espoir pour les enfants disparus et un rappel douloureux d'une promesse non tenue envers sa propre famille. Le véritable capital de son héritage est la sécurité des autres, payée au prix de sa propre vie. Reconnaissant les limites des méthodes traditionnelles, les enquêteurs ont fait évoluer leur approche. Une théorie clé soutient que d'autres témoins auraient pu être présents dans une laverie automatique adjacente au lieu de l'enlèvement, mais qu'ils avaient peur de se manifester, peut-être en raison de leur statut d'immigration. Ces dernières années, la police a lancé des appels directs et ciblés à ce groupe, un changement significatif par rapport à la posture plus rigide des forces de l'ordre des années 1990.
Ils ont publiquement promis aux témoins potentiels qu'ils ne s'intéressaient pas à leur statut juridique, mais uniquement aux informations qu'ils pourraient détenir sur le tueur d'Amber. Cela reflète une compréhension moderne du travail sur les affaires non résolues. Pour briser des décennies de silence, il faut instaurer la confiance et répondre aux craintes spécifiques qui empêchent les témoins de se manifester. L'espoir demeure que cette approche, combinée à la puissance toujours croissante de la généalogie médico-légale sur l'échantillon d'ADN, donnera un jour un nom à l'ombre qui a volé une petite fille sur un vélo rose. La disparition de Vic Lee Lamberton en 1974 à Worcester, dans le Massachusetts, est une étude de cas sur la manière dont l'absence de violence manifeste peut constituer un obstacle à la justice plus grand que sa présence. C'est un mystère qui ne repose pas sur une scène de crime dramatique ou une recherche effrénée, mais sur un départ silencieux, des récits contradictoires et une série de suppositions qui ont permis à une piste déjà froide de geler complètement pendant des décennies. Durant l'hiver 1974, Vic Lee Lamberton était une étudiante en psychologie de 24 ans à l'Assumption College, naviguant apparemment une période de transition personnelle importante. Elle s'était récemment séparée de son mari et avait quitté leur domicile commun. La plupart de ses effets personnels étaient entreposés dans le garage de son professeur de psychologie, un homme avec qui sa relation était ambiguë et qui allait devenir central dans le mystère. Son mari, dont elle était séparée, la soupçonnait d'avoir une liaison avec le professeur, un soupçon qui prit plus de poids lorsqu'une amie de Vic révéla plus tard que celle-ci avait parlé de projets de mariage avec lui. Le cœur du mystère Lamberton réside dans deux récits contradictoires que Vic a fournis concernant ses projets aux alentours du 1er février 1974, la dernière fois qu'elle a été en contact avec quiconque. Lors d'un appel téléphonique à son mari, elle a abordé le sujet d'une réconciliation, lui disant qu'elle partait pour le week-end dans le Maine avec une amie et qu'elle le contacterait à son retour. Cette version suggérait un retour potentiel à sa vie conjugale. Cependant, le même soir, Vic a raconté une histoire différente à une amie. Elle a affirmé qu'elle n'allait pas dans le Maine, mais au Colorado pour un séjour de ski avec le professeur. Ce récit pointait vers une nouvelle vie, complètement distincte de celle avec son mari. Vic Lee Lamberton n'a plus jamais été vue ni entendue. Lorsque le week-end s'est écoulé sans nouvelles, l'inquiétude de son mari a grandi. Il a appelé l'ami que Vic était censé accompagner dans le Maine, pour apprendre qu'un tel voyage n'avait jamais été prévu ni entrepris. Cette découverte d'une tromperie directe fut le premier signe clair que sa disparition n'était pas simple. Ses recherches à l'Assumption College révélèrent une étrange coïncidence. Le professeur se trouvait en effet à Veille, au Colorado. Cependant, un week-end de ski s'était transformé en un séjour de 2 semaines après qu'il eût été hospitalisé de manière inattendue pour une pneumonie. La présence vérifiable du professeur au Colorado, couplée à son urgence médicale, a créé une situation complexe. Il était profondément impliqué par les circonstances, mais simultanément protégé par un alibi qui semblait en béton. Son hospitalisation fournissait une explication parfaite à la raison pour laquelle lui et Vic auraient pu être séparés et pourquoi il était rentré seul. Cela a également commodément retardé toute confrontation immédiate par le mari de Vic, qui n'a pu l'interroger qu'en mars 1974, un mois complet après la disparition. Lorsqu'il a finalement été confronté, le professeur a admis entreposer les affaires de Vic, mais a affirmé ne pas la connaître bien et n'avoir aucune information sur sa localisation. L'échec le plus critique de l'affaire découle de cette ambiguïté. Parce que Vic avait déjà mentionné à son mari l'idée de partir pour commencer une nouvelle vie, certains membres de la famille ont trouvé l'explication non criminelle plausible. Cette croyance qu'elle était simplement partie volontairement a été dévastatrice pour empêcher une enquête. Aucun rapport de personne disparue n'a été déposé auprès des forces de l'ordre en 1974. Cette inaction a créé un vide probatoire insurmontable. Contrairement à une affaire présentant des signes immédiats d'actes criminels qui déclencheraient une réponse policière urgente, la disparition de Vic n'a rien provoqué. La fenêtre précoce cruciale pour recueillir des preuves, interroger les témoins pendant que leurs souvenirs étaient frais et vérifier l'histoire du professeur en temps réel a été perdue à jamais.
L'affaire a été effectivement gelée par le pouvoir corrosif de la supposition. La plausibilité même de la théorie du départ volontaire a été le facteur causal de l'échec de l'enquête, démontrant qu'une explication non criminelle plausible peut être plus dommageable pour la recherche de la vérité que des preuves claires d'un crime. Le bénéfice du doute dans ce cas a coûté 50 ans de justice. Des décennies ont passé. En 1975, les frères de Vickey ont récupéré ses biens dans le garage du professeur. En 1980, un frère a retrouvé l'ami qui a confirmé l'histoire du Colorado. Mais à ce moment-là, la piste était depuis longtemps refroidie. Ce n'est que de nombreuses années plus tard que l'affaire a été officiellement enregistrée dans les systèmes des forces de l'ordre. Le numéro de dossier de la police de Worcester, 2010-15515, suggère qu'un rapport officiel n'a été déposé que 36 ans après sa disparition. Aujourd'hui, Vic Lee Lamberton est officiellement classé comme personne disparue en danger. Son dossier existe dans des bases de données nationales comme le National Missing and Unidentified Persons System, NAMUS MP 4933 et le Doe Network 737 DFMA. Les enquêteurs ont confirmé que son numéro de sécurité sociale n'a pas été utilisé depuis 1974 et son ADN est enregistré, disponible pour comparaison si des restes non identifiés étaient découverts. L'affaire reste ouverte mais inactive. Un silence de 50 ans né d'un seul week-end de tromperie et de suppositions. Le professeur, l'homme au centre de l'histoire, reste une figure d'immense suspicion, protégé par une maladie opportune et le passage du temps. Le silence qui entoure la disparition de Vic Lee Lamberton est presque aussi troublant que le crime lui-même. Une simple supposition a suffi à effacer une personne pendant des décennies. Quelle est votre théorie? Départ volontaire, un amant qui a mal tourné ou quelque chose de plus sinistre? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette enquête approfondie vous captive, merci de laisser un j'aime pour soutenir notre travail sur Traces perdues. Chaque interaction nous aide à mettre en lumière ces histoires oubliées avant de passer à notre prochain cas, une énigme au cœur même de l'armée américaine. Le 14 janvier 1950, le cadet de deuxième année Richard Colvin Cox a franchi les portes de l'Académie militaire des États-Unis à West Point et s'est évanoui dans l'histoire. Son cas est unique. En plus de 2 siècles d'existence, West Point n'a jamais vu un autre cadet disparaître sans laisser de traces. Le mystère n'est pas défini par un manque d'indices, mais par une abondance d'indices étranges, contradictoires et invérifiables, menant à des décennies de spéculations impliquant meurtre, désertion et espionnage clandestin au plus fort de la guerre froide. Richard Cox, né à Mansfield, Ohio, était un vétéran de la gendarmerie américaine dans l'Allemagne d'après-guerre avant d'entrer à West Point en 1948. Les événements menant à sa disparition se sont déroulés sur une seule semaine tendue, centrée sur un visiteur mystérieux qui aurait pu utiliser le nom de George. La semaine précédant sa disparition, Cox a reçu la visite à 3 reprises de cet homme. Le premier jour, Cox semblait heureux de le voir, mais au fil de la semaine, son humeur a changé. Il a confié à ses colocataires que George était un ancien ranger violent qui se vantait d'atrocités de guerre, notamment d'avoir tué une jeune Allemande enceinte. Cox est passé de content à dégoûté, disant à ses amis qu'il espérait ne plus avoir à voir ce type. Un détail crucial est la description contradictoire de George. D'abord décrit comme blond, il a été vu le jour de la disparition comme brun et d'allure rude. Cette incohérence suggère soit une erreur de témoin, soit plus intriguant, que Cox avait affaire à 2 personnes différentes. Le soir du 14 janvier, Cox a dit à son colocataire qu'il allait dîner à nouveau avec le visiteur, l'air dégoûté. Il a quitté West Point et n'a plus jamais été revu. La réponse institutionnelle à l'absence de Cox fut curieusement lente. Aucune alarme ne fut donnée lorsqu'il manqua le couvre-feu de 23h01. Ce n'est que le lendemain matin que sa disparition fut officiellement signalée. S'ensuivit une chasse à l'homme massive de 2 mois, impliquant le FBI, la division des enquêtes criminelles de l'armée, CID, et la police de l'État de New York. Des hélicoptères, des troupes au sol et même le drainage d'un étang n'ont donné aucun résultat. Les premières pistes se sont vite révélées être des impasses. La théorie d'une simple désertion fut initialement écartée. Cox avait laissé derrière lui $87, une somme considérable à l'époque,
des vêtements civils et une montre en or, des objets qu'une personne planifiant un départ permanent emporterait probablement. Le 15 mars 1950, Richard Cox fut officiellement déclaré absent sans permission. 3 théories dominantes persistent depuis plus de 70 ans. La première, celle de l'acte criminel, suggère que le violent George a assassiné Cox. Sans corps ni scène de crime, cela reste une pure spéculation. La deuxième, la désertion volontaire, est soutenue par plusieurs observations présumées, mais contredite par les objets de valeur qu'il a laissés. La théorie la plus élaborée et la plus durable est celle du recrutement clandestin. L'idée est que Cox a été recruté par la CIA nouvellement formée et que sa disparition était une exfiltration mise en scène. Les preuves sont circonstancielles mais substantielles. Son passé militaire en Allemagne, les réactions étranges d'agents du FBI des décennies plus tard et le fait que lorsque ces dossiers ont finalement été publiés, ils étaient lourdement censurés, avec 165 pages entièrement manquantes. Cette théorie est alimentée par l'idée que la CIA, une agence avec des fonds quasi illimités, avait besoin d'agents opérant dans l'ombre. L'argument principal contre cette théorie est qu'une disparition mystérieuse et très médiatisée est une très mauvaise façon de commencer une carrière secrète. Le secret délibéré des agences fédérales a transformé cette affaire. Le manque d'informations n'est pas le signe d'une piste refroidie, mais plutôt d'une vérité dissimulée. Le secret officiel est devenu le récit central, rendant la théorie de l'espionnage bien plus plausible. La famille de Cox l'a fait déclarer légalement mort en 1957, mais le mystère de son destin reste une pièce permanente du folklore américain, un témoignage que certains secrets, en particulier ceux touchant les couloirs du pouvoir, sont peut-être conçus pour ne jamais être résolus. L'examen de ces 3 affaires révèle une évolution frappante de la criminalité, des enquêtes et de la réponse sociétale au cours du XXe siècle. En 1950, la disparition de Richard Colvin Cox a déclenché une réponse institutionnelle massive, mais a échoué, laissant un vide rempli de théories du complot alimentées par le secret d'État. 24 ans plus tard, la disparition de Vic Lee Lamberton n'a provoqué aucune réponse. Son cas a été perdu à cause des suppositions d'une époque moins sensible aux nuances des disparitions. Le manque d'enquête initiale a créé un silence qui a duré un demi-siècle. En 1996, le monde avait changé. L'enlèvement d'Amber Hagerman a déclenché une réponse immédiate de la communauté et des médias. Sa tragédie, bien que non résolue, a créé un héritage technologique et social qui a sauvé des centaines d'autres vies. Ensemble, ces histoires reflètent la nature de la perte non résolue. Pour la famille Hagerman, c'est un deuil public, transformé en un héritage puissant mais assombri par l'absence de justice. Pour la famille Lamberton, c'est la douleur privée d'un point d'interrogation qui dure depuis des décennies. Et pour le mystère de Richard Colvin Cox, la perte est devenue une énigme nationale. Ce sont des échos à travers les décennies, nous rappelant que l'absence de fin est en soi une histoire puissante et durable. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ces histoires vous ont touché, n'oubliez pas de vous abonner à Traces perdues et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Votre soutien est notre plus grande ressource.